nous publions gratuitement les meilleurs livres pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Vous trouverez les détails dans la description. Bonne écoute. Première partie. La redécouverte du traumatisme. Chapitre 1. Ce que m'ont appris les vétérans du Vietnam. Chapitre 1. Ce que m'ont appris les vétérans du Vietnam. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui à l'âge de 12 ans par un jour glacial et nuageux de 1975. La scène date d'il y a longtemps, mais c'est une erreur d'affirmer que l'on peut enterrer le passé. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que je n'ai cessé de fixer cette ruelle déserte depuis 26 ans. Khaled Hosseini, les cerfs-volants de Kaboul. Certains ont une vie qui semble couler comme un récit. La mienne avance par à-coups. Tel est l'effet du traumatisme. Il interrompt l'intrigue. Il vous tombe dessus, puis la vie continue. Rien ne vous y prépare. Jessica Stern, Denial, A Memoir of Terror. Le lendemain du 4 juillet 1978, j'ai pris mes fonctions de psychiatre à la clinique des vétérans de Boston. 4 juillet, fête de l'indépendance américaine. Après la guerre du Vietnam, face au grand nombre de vétérans, le gouvernement Reagan a été amené à créer un ministère des anciens combattants qui coiffe des centaines de centres médicaux. J'étais en train d'accrocher une copie de mon Bruegel préféré, La parabole des aveugles, dans mon nouveau bureau, quand j'ai entendu un brouhaha à l'accueil au bout du couloir. Un instant plus tard, un malabar échevelé a fait irruption dans la pièce, un numéro de Soldier of Fortune sous le bras. Mensuel publiant des reportages de guerre destinés notamment à des mercenaires. Il était complètement ivre et si agité que je me suis demandé comment j'allais pouvoir l'aider. Je l'ai invité à s'asseoir pour me dire ce qu'il attendait de moi. C'était un avocat prénommé Tom. 10 ans auparavant, il avait fait son service militaire au Vietnam, dans le corps des Marines. Quand je l'ai rencontré, il avait fui sa famille pour passer le week-end de la fête nationale terré dans son cabinet, au centre de Boston, à se saouler en regardant de vieilles photos. L'expérience lui avait appris que les pétards, les feux d'artifice, la chaleur et le pique-nique dans le jardin de sa sœur, avec, en toile de fond, l'épais feuillage de l'été, toutes choses qui lui rappelaient le Vietnam, le rendaient fou. Quand il était à cran, il avait peur de rester en famille, parce qu'il se conduisait comme un monstre avec sa femme et ses 2 fils. Le bruit de ses enfants l'exaspérait tellement qu'il sortait de la maison en courant pour éviter de les frapper. Il n'arrivait à se calmer un peu qu'en se noyant dans l'alcool ou en roulant à tombeau ouvert sur sa Harley Davidson. La nuit ne lui apportait aucun soulagement. Il était réveillé par des cauchemars à répétition, où il se retrouvait dans une rizière, pris dans une embuscade lors de laquelle tous les membres de sa section avaient été tués ou blessés. Il avait aussi des flashbacks terrifiants où il voyait des cadavres d'enfants vietnamiens. Ces cauchemars étaient si horribles qu'il craignait de s'endormir et souvent, il veillait en buvant presque toute la nuit. Le matin, sa femme le trouvait assommé sur le canapé du salon et elle se déplaçait sur la pointe des pieds pour préparer le petit déjeuner avant d'emmener leur fils à l'école. En m'éclairant sur son passé, Tom m'a raconté qu'il était sorti du lycée en 1965, major de sa promotion. Conformément à la coutume familiale, il s'était aussitôt engagé dans le corps des Marines. Son père avait servi sous les ordres de Patton pendant la Seconde Guerre mondiale et Tom n'avait jamais contesté son désir de le voir perpétuer la tradition. Intelligent, athlétique et doué d'une âme de chef, il se sentait fort et capable de mener des hommes au combat à la fin de ses classes, membre d'une brigade prête à tout. Arrivé au Vietnam, il était rapidement devenu chef de section, responsable de 8 autres Marines. Survivre en se frayant un passage dans la boue sous le feu des mitrailleuses peut rendre les hommes très fiers d'eux et de leurs camarades. Au terme de son service, Tom avait quitté l'armée avec les honneurs, ne demandant qu'à oublier le Vietnam, et, en apparence, il avait réussi.
Entré à l'université grâce au GI Bill, loi américaine finançant les études des soldats démobilisés, il avait étudié le droit, puis épousé son amoureuse du lycée, qui lui avait donné 2 fils. Il s'inquiétait de sa difficulté à éprouver une réelle affection pour elle, même si ses lettres lui avaient permis de tenir dans la folie de la jungle. Il feignait d'avoir une vie normale, dans l'espoir qu'en la simulant, il redeviendrait comme avant. Il avait maintenant un cabinet d'avocats prospère et une famille parfaite. Mais il se rendait compte que cela n'allait pas. Il se sentait mort à l'intérieur. Bien que Tom ait été le premier vétéran que j'ai connu dans ma carrière, de nombreux aspects de son histoire m'étaient familiers. J'ai grandi en Hollande après la guerre, où je jouais dans les ruines de maisons bombardées, et mon père avait affiché si ouvertement son opposition aux nazis qu'il avait été expédié en camp d'internement. Il ne parlait jamais de son expérience de la guerre, mais il était sujet à des crises de rage qui me sidéraient lorsque j'étais petit. Comment l'homme que j'entendais descendre posément l'escalier chaque matin pour prier et lire la Bible, quand les autres dormaient encore, pouvait-il avoir un caractère aussi terrifiant? Comment quelqu'un qui consacrait sa vie à la justice sociale pouvait-il être habité d'une telle colère? J'observais la même attitude déroutante chez mon oncle, qui avait été capturé par les Japonais dans les Indes néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie, et envoyé comme esclave en Birmanie pour travailler à la construction du pont de la rivière Kwai. Lui aussi parlait rarement de la guerre, lui aussi était pris de crises de rage incontrôlables. En écoutant le récit de Tom, je me suis demandé si mon oncle et mon père avaient eu des cauchemars et des flashbacks, s'ils s'étaient sentis, comme lui, coupés de leurs proches et incapables de trouver un réel plaisir dans la vie. Quelque part au fond de mon esprit, je devais aussi avoir des souvenirs de ma mère effrayée et souvent effrayante. Elle-même, dans son enfance, avait subi un traumatisme qui était parfois discrètement évoqué et, je le crois maintenant, fréquemment ravivé. Elle s'évanouissait de manière troublante quand je lui demandais de me parler de sa jeunesse. Puis, elle me reprochait de l'avoir autant bouleversée. Rassuré par l'intérêt que je lui manifestais, Tom s'est calmé pour me dire combien il était désemparé. Il craignait de devenir comme son père, qui était toujours en colère, et parlait rarement à ses enfants, sauf pour leur dire qu'il n'arrivait pas à la cheville de ses camarades qui avaient péri en 1944 dans la bataille des Ardennes. Vers la fin de la séance, j'ai agi comme la plupart des thérapeutes. Je me suis concentré sur la partie de son histoire que je croyais comprendre, ses cauchemars. Pendant mes études de médecine, en travaillant dans un laboratoire du sommeil, j'avais observé les cycles sommeil-rêve et rédigé quelques articles sur les cauchemars. J'avais aussi participé aux premières recherches sur les effets bénéfiques des psychotropes qui commençaient tout juste à être utilisés dans les années 1970. Ainsi, même si je ne mesurais pas vraiment l'étendue des problèmes de Tom, j'avais une certaine connaissance des cauchemars. Et, ardemment convaincu que la chimie pouvait améliorer la vie, je lui ai prescrit un médicament considéré comme efficace pour les atténuer et réduire leur fréquence. Je lui ai fixé rendez-vous pour une visite de contrôle 2 semaines plus tard. Le jour dit, je me suis empressé de m'enquérir de l'effet du produit. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas touché. En tâchant de cacher mon irritation, je lui ai demandé pourquoi. Je me suis rendu compte, m'a-t-il dit, que si je le prenais et que mes cauchemars disparaissaient, j'allais abandonner mes copains, et ils seraient morts en vain. J'ai besoin d'être une mémoire vivante pour mes amis qui sont tombés au Vietnam. J'étais abasourdi. La loyauté de Tom envers les morts l'empêchait de vivre sa vie exactement comme son père avant lui. Ce qu'ils avaient traversé sur le champ de bataille avait rendu le reste de leur existence négligeable. Que s'était-il produit et que pouvait-on y faire? J'ai senti ce matin-là que j'allais sans doute consacrer le reste de ma carrière à tenter d'éclaircir les mystères du traumatisme. Comment les expériences terrifiantes peuvent-elles amener des hommes à rester désespérément bloqués dans le passé? Que se passe-t-il dans leur esprit et dans leur cerveau qui les enferme dans un espace qu'ils cherchent à fuir à tout prix? Pourquoi la guerre de Tom n'avait-elle pas pris fin en 1969, quand ses parents l'avaient embrassé à l'aéroport de Boston à son retour du Vietnam? Son besoin de perpétuer toute sa vie le souvenir de ses camarades m'a appris qu'il souffrait d'un mal bien plus complexe que des cauchemars chroniques, une altération des circuits cérébraux de la peur
ou un déséquilibre de la chimie du cerveau. Avant l'embuscade dans la rizière, Tom était un ami fidèle et loyal, un homme qui aimait la vie, avec de nombreux centres d'intérêt. En l'espace d'un instant de terreur, le traumatisme avait tout changé. En travaillant à la clinique des anciens combattants, j'ai connu beaucoup d'hommes qui réagissaient de la même manière. Ils explosaient de rage à la moindre frustration. La cloison de l'entrée de la clinique était grêlée d'impacts de leurs coups de poing, et le service de sécurité devait constamment protéger les réceptionnistes. Leur comportement nous faisait peur, bien sûr, mais j'étais aussi intrigué. À la maison, ma femme et moi avions les mêmes problèmes avec nos tout-petits, qui piquaient régulièrement des crises quand on leur disait de manger leurs épinards ou de mettre des chaussettes. Alors, pourquoi étais-je parfaitement serein face à la conduite immature de mes enfants, mais profondément troublé par celle des anciens combattants, sans parler de leur carrure qui les rendait beaucoup plus dangereux que mes bambins? Parce que j'étais certain que mes enfants, s'ils étaient bien entourés, apprendraient progressivement à accepter les frustrations, mais que je doutais de pouvoir aider mes patients à retrouver le contrôle et la régulation d'eux qu'ils avaient perdus à la guerre. Malheureusement, rien dans mes études de psychiatrie ne m'avait préparé à résoudre les problèmes de Tom et des autres vétérans. Je suis passé à la bibliothèque pour chercher des livres sur les névroses de guerre, l'obusite, l'épuisement dû au combat, ou tout autre diagnostic propre à m'éclairer sur mes patients. À ma grande surprise, la clinique des anciens combattants ne possédait aucun texte sur ces troubles. 5 ans après le retour du Vietnam des fils de l'oncle Sam, la question du traumatisme de guerre n'était toujours pas à l'ordre du jour. J'ai fini par découvrir Les névroses traumatiques de guerre d'Abraham Gardiner, à la bibliothèque Cantwell de la faculté de médecine de Harvard, psychiatre et psychanalyste américain qui a contribué au développement de la psychanalyse aux États-Unis. Dans ce livre publié en 1941, en prévision de l'afflux de soldats voués à être traumatisés par la Seconde Guerre mondiale, Gardiner décrivait ses observations sur les vétérans de 14-18. J'ai plus tard découvert que beaucoup de textes sur le traumatisme de guerre ont été publiés autour de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais comme Abraham Gardiner l'écrivait en 1947, le sujet des troubles névrotiques liés à la guerre a été soumis ces 25 dernières années à la grande inconstance de l'intérêt du public et aux caprices du monde psychiatrique. Ni le public, ni les psychiatres n'ont conservé l'intérêt majeur qu'ils lui portaient après la Première Guerre mondiale. Ces affections ne font donc pas l'objet d'une étude continue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Ce psychiatre rapportait les mêmes phénomènes que ceux que j'avais sous les yeux. Après la Grande Guerre, ses patients, envahis par un sentiment d'inanité, s'étaient montrés détachés et renfermés, même si auparavant ils étaient bien adaptés. Ce qu'il appelait les névroses traumatiques a été rebaptisé depuis syndrome de stress post-traumatique, ou SSPT. Gardiner disait que ceux qui en souffraient étaient sans cesse sur le qui-vive, hypersensibles à la menace. Une phrase lapidaire m'a particulièrement intéressé. Le noyau de la névrose est une physionévrose. En d'autres termes, l'état de stress post-traumatique n'est pas entièrement dans la tête comme certains le croyaient, mais a une cause physiologique. Gardiner avait même compris que ces symptômes trouvent leur origine dans la réaction du corps entier au traumatisme. La description qu'il en donnait confirmait mes propres observations, ce qui était rassurant, mais il disait assez peu comment aider les vétérans. Le manque de publications sur ce point était un handicap, mais notre formidable professeur, Elvin Semrad, nous avait appris à être sceptiques à l'égard des livres. Nous n'avons qu'un seul manuel, disait-il, nos patients. Nous ne devons nous fier qu'à ce qu'ils nous apprennent et à notre expérience personnelle. Cela paraîtrait simple, mais alors même qu'il prenait la valeur instructive de la connaissance de soi, il nous mettait en garde contre ses limites. Car les hommes sont experts dans l'art de prendre leurs désirs pour des réalités et de se masquer la vérité. Je me rappelle l'avoir entendu dire « Les plus grandes sources de nos souffrances sont les mensonges que nous nous racontons ». À la clinique des anciens combattants, j'ai bientôt découvert à quel point il peut être éprouvant d'affronter la réalité, et cela autant pour mes patients que pour moi. Nous ne voulons pas vraiment savoir ce que les soldats endurent au combat.
Nous ne voulons pas vraiment savoir combien d'enfants sont maltraités dans notre société, ni combien de couples, près d'un tiers, sombrent un jour dans la violence. Nous préférons penser que la famille est un havre protecteur dans un monde sans cœur et que notre pays est peuplé de gens éclairés et civilisés. Nous nous plaisons à croire que la cruauté n'existe que dans des contrées lointaines, comme le Darfour ou le Congo. Il est déjà difficile pour les observateurs d'assister à ces souffrances. Faut-il donc s'étonner que les traumatisés eux-mêmes ne puissent supporter de les évoquer et qu'ils aient souvent recours à la drogue, à l'alcool et à l'automutilation pour les refouler? Dans ma quête pour comprendre comment des expériences accablantes brisent des gens et découvrir comment leur permettre de redevenir pleinement vivants, ce sont Tom et les autres vétérans qui ont été mes premiers professeurs. Le traumatisme et la perte de soi. J'ai commencé ma première étude à la clinique des anciens combattants en demandant systématiquement aux patients ce qui leur était arrivé au Vietnam. Je voulais savoir ce qui les avait fait basculer, pourquoi certains s'étaient effondrés alors que d'autres avaient réussi à surmonter cette épreuve. Les hommes que j'ai interrogés étaient presque tous partis à la guerre avec le sentiment d'être bien préparés, rapprochés par les rigueurs de l'entraînement militaire et leur égalité face au danger. Ils échangeaient des photos de leur famille et de leurs copines, supportaient les défauts des uns et des autres, et étaient prêts à risquer leur vie pour leurs amis. La plupart confiaient leurs profonds secrets à un frère d'armes, et certains partageaient même chemises et chaussettes. Beaucoup nouaient des amitiés telles que celle de Tom avec Alex. Tom avait rencontré celui-ci, d'origine italienne et vivant dans le Massachusetts, à son premier jour de campagne, et aussitôt ils étaient devenus grands amis. Ils roulaient dans la même Jeep, écoutaient la même musique, lisaient les lettres que l'autre recevait du pays. Ils se saoulaient ensemble et draguaient les mêmes entraîneuses vietnamiennes. Au bout de 3 mois de campagne, alors que Tom avait mené son escouade patrouiller dans une rizière, juste avant le coucher du soleil, une pluie de balles avait fusé de la jungle, frappant un à un les hommes autour de lui. En quelques secondes, il avait vu horrifié chacun des membres de sa section s'écrouler, morts ou blessés. Il ne pourrait jamais sauter de la tête l'image de la nuque d'Alex gisant face contre terre. Il pleurait à cette évocation. C'était le seul vrai ami que j'avais jamais eu. La nuit, il continuait à entendre les cris de ces hommes et à voir leurs corps tomber dans l'eau de la rizière. Tous les sons, toutes les odeurs ou les images qui lui rappelaient l'embuscade, comme les pétards du 4 juillet, le plongeaient dans le même état de paralysie, de terreur et de rage que le jour où un hélicoptère l'avait évacué des lieux du drame. Son souvenir de ce qu'il avait fait ensuite était peut-être encore pire que ces flashbacks récurrents de l'attaque surprise. Je n'ai pas eu de mal à imaginer comment la rage déclenchée par la mort d'Alex avait provoqué cette calamité. Paralysé par la honte, Tom a mis des mois pour arriver à me la raconter. Depuis la nuit des temps, il est connu que les combattants, comme Achille dans l'Iliade d'Homère, réagissent à la mort de leurs camarades par des actes de vengeance innommables. Le lendemain de l'embuscade, pris d'une frénésie meurtrière, Tom a foncé dans un village voisin, où il a tué des enfants et un fermier innocent et violé une Vietnamienne. Après quoi, il lui est devenu totalement impossible d'affronter le retour au pays. Comment peut-on retrouver sa fiancée et lui dire qu'on a violé une femme comme elle, ou regarder son fils faire ses premiers pas en se rappelant l'enfant qu'on a assassiné? Tom vivait la mort de son ami comme si une partie de lui-même avait été à jamais détruite. La partie bonne, honorable et digne de confiance. Le traumatisme qui résulte d'un acte que l'on a subi ou commis rend presque toujours difficile de s'engager dans des relations intimes. Après avoir connu une horreur aussi indicible, comment réapprendre à se fier à soi-même et à autrui? Inversement, comment s'abandonner à une relation d'amour une fois qu'on a subi un viol? Tom a continué à venir fidèlement à nos rendez-vous, car j'étais devenu pour lui un lien vital, le père qu'il n'avait jamais eu, un Alex ayant survécu à l'embuscade. Il faut énormément de confiance et de courage pour se laisser aller aux souvenirs. Une des choses les plus dures pour les traumatisés est de se confronter à la honte de ce qu'ils ont fait lors d'un épisode traumatique, que cette honte soit objectivement infondée,
chez l'enfant qui tente de calmer son bourreau, ou justifier celle des auteurs d'atrocités. Sarah Halley, qui occupait le bureau voisin du mien à la clinique des anciens combattants, a écrit l'un des premiers articles sur ce point. Quand le patient rapporte des atrocités, qui a beaucoup contribué à la création du diagnostic du SSPT. Elle y aborde la difficulté quasi insurmontable d'évoquer et d'entendre raconter les actes abominables que les soldats commettent souvent en temps de guerre. Il est déjà assez terrible d'affronter la souffrance infligée par autrui, mais dans leur fort intérieur, bien des traumatisés sont encore plus hantés par la honte de ce qu'ils ont fait ou non pendant les conflits. Ils se méprisent d'avoir été aussi terrifiés, dépendants, furieux ou excités. J'ai rencontré plus tard un phénomène semblable chez les enfants victimes de sévices sexuels. La plupart ont affreusement honte des actes qu'ils ont dû accomplir pour survivre et maintenir un lien avec la personne qui a abusé d'eux. C'est particulièrement vrai si leur agresseur était, comme souvent, un proche, une personne dont ils dépendaient. Ils en viennent à ne plus trop savoir s'ils ont été consentants ou victimes, donc à confondre l'amour et la terreur, le plaisir et la douleur. Nous reviendrons sur ce dilemme tout au long de ce livre. L'engourdissement intérieur. Le pire des symptômes de Tom était sans doute son engourdissement émotionnel. Il voulait désespérément aimer sa famille, mais n'arrivait simplement pas à éprouver de sentiments profonds pour sa femme et ses enfants. Il se sentait distant de tous, comme si son cœur était glacé et qu'il vivait derrière un mur de verre. Il se sentait ainsi coupé de lui-même. Il ne pouvait rien ressentir d'autre que sa honte et ses crises de rage, et se reconnaissait à peine dans le miroir quand il se rasait. Quand il s'entendait plaider au tribunal, il s'observait à distance de lui-même et se demandait comment ce type qui, par ailleurs, lui ressemblait et parlait comme lui, pouvait présenter des arguments aussi pertinents. Lorsqu'il gagnait un procès, il feignait d'être content. Et s'il perdait, c'était comme s'il avait vu l'échec venir et s'y était résigné d'avance. Il avait beau être un avocat brillant, il avait toujours l'impression de flotter dans l'espace, sans but ni motivation. Il n'était soulagé de ce sentiment d'errance que lorsqu'il avait à s'investir totalement dans l'une de ses affaires. Au cours de son traitement, Tom a eu à défendre un truand accusé de meurtre. Pendant tout le procès, il était complètement absorbé par l'élaboration d'une stratégie pour le faire acquitter, et il a passé de nombreuses nuits blanches plongé dans ce dossier qui l'exaltait vraiment. C'était comme à la guerre, disait-il. Il se sentait pleinement vivant et rien d'autre ne comptait. Mais dès cette affaire gagnée, il a perdu son énergie et sa motivation. Les cauchemars ont ressurgi, de même que ses crises de rage, si violemment qu'il a dû s'installer dans un motel pour ne pas s'en prendre à sa femme ou à ses enfants. Mais la solitude elle-même le terrifiait, car dans sa retraite, les démons de la guerre revenaient de plus belle. Aussi essayait-il de s'occuper en travaillant, en buvant et en se droguant, pour éviter de les affronter. Par exemple, il feuilletait constamment Soldier of Fortune, en caressant le fantasme de devenir mercenaire dans l'une des nombreuses guerres qui faisaient alors rage en Afrique. Ce printemps-là, en fourchant sa Harley, il a remonté à toute allure l'autoroute de Kancamagus, dans le New Hampshire. Les vibrations, la vitesse et le danger de cette virée l'ont aidé à se reprendre au point qu'il a pu quitter son motel et aller retrouver sa famille. La réorganisation de la perception. Une autre étude que j'ai faite à la clinique des vétérans était au départ d'une recherche sur les cauchemars, mais s'est transformée en une exploration de la manière dont le traumatisme modifie les perceptions et l'imagination. Bill, un ancien médecin qui avait assisté à de violents combats au Vietnam, a été le premier à y participer. Après sa démobilisation, il s'était engagé dans un séminaire de théologie avant d'être affecté à une église congrégationniste de la banlieue de Boston. Il allait très bien jusqu'à la naissance de son premier enfant. Peu après, sa femme avait repris son travail d'infirmière pendant qu'il se consacrait à ses tâches paroissiales tout en s'occupant du nouveau-né. La première fois où il était resté seul avec lui, le bébé s'était mis à pleurer. Et Bill avait soudain été submergé par des images insoutenables d'enfants agonisant au Vietnam. Il avait dû appeler sa femme pour qu'elle vienne prendre la relève, et il était arrivé à la clinique totalement paniqué. Il ne cessait d'entendre des cris de bébé et de voir des visages d'enfants en sang et brûlés.
Mes collègues médecins étaient certains qu'il était psychotique, car, d'après les manuels de l'époque, les hallucinations passaient pour des symptômes de schizophrénie paranoïde. D'après les mêmes manuels, l'origine probable du trouble était la monopolisation de l'amour de sa femme par le nouveau-né. En arrivant à l'accueil ce jour-là, j'ai trouvé Bill entouré de médecins affolés qui s'apprêtaient à lui injecter un puissant antipsychotique avant de l'expédier dans une unité fermée. Ils m'ont décrit ses symptômes en me demandant mon avis. J'étais intrigué, car j'avais travaillé dans un service spécialisé dans le traitement des schizophrènes, et ce diagnostic ne me semblait pas très probant. Bill a accepté de me parler, et après avoir entendu son histoire, je leur ai déclaré, paraphrasant à mon insu la pensée de Freud en 1895 sur le traumatisme, « Je pense que cet homme souffre de réminiscence. » J'ai dit à Bill que j'allais essayer de l'aider et lui ai donné des médicaments pour enrayer sa panique. Puis je lui ai parlé de mon étude sur les cauchemars et il a consenti à y prendre part. Les sujets de cette étude étaient entre autres soumis à un test de Rorschach. Contrairement aux évaluations qui reposent sur des réponses à des questions directes, il est pratiquement impossible de simuler lorsqu'on en passe un. Il offre un moyen unique d'observer comment les gens élaborent une image mentale à partir d'un stimulus a priori dénué de signification, une tache d'encre. Les êtres humains étant créateurs de sens par nature, ils ont tendance à se forger une image ou une histoire à partir de ces taches, tout comme, couchés dans l'herbe, on voit des motifs dans les nuages. Ce qu'ils font de ces taches peut en dire long sur le mode de fonctionnement de leur esprit. Devant la deuxième planche du test, Bill s'est exclamé horrifié. « C'est l'enfant que j'ai vu sauter sur une bombe au Vietnam. Au milieu, on voit la chair carbonisée, les blessures, et le sang gicle partout. » Haletant, le front perlé de sueur, il était aussi paniqué que le jour où il avait débarqué à la clinique. J'avais déjà entendu des vétérans décrire leurs flashbacks, mais c'était la première fois que j'assistais à l'un d'entre eux. Manifestement, Bill voyait les mêmes images, sentait les mêmes odeurs et éprouvait les mêmes sensations physiques que lors de l'épisode initial. 10 ans après avoir tenu dans ses bras un bébé mourant sans pouvoir le sauver, il revivait le traumatisme face à une tache d'encre. Voir Bill envahi par un flashback dans mon cabinet m'a aidé à prendre conscience du supplice que vivaient régulièrement mes patients et de la nécessité cruciale de trouver un soulagement à leurs tourments. L'événement traumatique, si atroce qu'il ait pu être, avait un commencement, un milieu et une fin. Mais je comprenais maintenant que les flashbacks pouvaient être pires encore. On ne sait jamais quand ils frappent, ni quand ils s'arrêteront. J'ai mis des années à leur trouver un traitement efficace, et Bill est l'un des patients qui m'ont le plus appris sur la question. Quand nous avons soumis 21 autres patients au test de Rorschach, ils ont réagi de la même manière. 16 vétérans, à la vue de la deuxième planche, se sont conduits comme s'ils vivaient un traumatisme de guerre. Cette planche, la première qui soit colorée, provoque souvent ce qu'on appelle un choc couleur. Les vétérans l'interprétaient par exemple en disant « Ce sont les intestins de mon copain Jim lorsqu'un obus l'a éventré » ou « C'est le coup de mon ami Danny quand sa tête a été emportée par une balle pendant qu'on déjeunait ». Aucun n'y a vu de moines dansant, de papillons voltants, de motocyclistes ou autre image inhabituelle, parfois pleine d'imagination qu'évoquent la plupart des gens. Si ces 16 vétérans ont été profondément perturbés par ce qu'ils voyaient, les 5 autres ont eu des réactions encore plus alarmantes. Ils avaient simplement l'esprit vide. Il n'y a rien à observer l'un d'eux, juste un peu d'encre. Il avait raison, bien sûr, mais la réaction humaine normale à des stimuli ambigus consiste à recourir à l'imagination pour y voir quelque chose. Le test de Rorschach nous a appris que les traumatisés ont tendance à superposer leur traumatisme à tout ce qui les entoure et des difficultés à déchiffrer tout ce qui se passe dans leur environnement, et ce, sans guère d'exception. Il nous a également montré que le traumatisme affecte l'imagination. Les 5 hommes qui n'avaient rien vu dans les planches du Rorschach avaient perdu leur capacité à laisser vagabonder leur esprit. Et les 16 autres aussi, car les associer à des scènes du passé témoignaient d'une absence de souplesse mentale qui est le propre de l'imagination. En fait, ils n'arrêtaient pas de se repasser un vieux film. L'imagination joue un rôle capital dans notre qualité de vie. Elle nous permet de nous évader de la routine quotidienne, en rêvant de voyages, de plats savoureux, d'érotisme, de coups de foudre ou d'avoir le dernier mot. Elle nous permet d'envisager de nouvelles possibilités. Elle nous invite à concrétiser nos envies.
Elle stimule la créativité, délivre de l'ennui, soulage la douleur, décuple le plaisir et enrichit les relations les plus intimes. Lorsqu'on est toujours ramené compulsivement au passé, à la dernière fois où on s'est pleinement impliqué en étant profondément ému, on souffre d'une défaillance de l'imagination, d'une perte de souplesse mentale. Sans imagination, il n'y a pas d'espoir, pas de rêve d'un avenir meilleur, pas de but à atteindre, nulle part où aller. Le test de Rorschach nous a appris aussi que les traumatisés voient le monde d'une manière fondamentalement différente des autres. Pour la plupart des gens, un homme qui marche dans la rue est juste un promeneur. Une victime de viol, elle, va peut-être paniquer en pensant qu'il s'apprête à l'agresser. Une institutrice sévère peut être intimidante pour un enfant quelconque, mais pour celui qui est battu par son beau-père, elle peut représenter un tortionnaire, si bien qu'il va exploser de rage ou se blottir terrifié dans un coin. Le blocage dans le traumatisme. Notre clinique était débordée de vétérans en demande d'aide psychiatrique. Mais du fait d'une grave pénurie de médecins qualifiés, la plupart d'entre eux étaient placés en liste d'attente, alors même qu'ils continuaient à exercer des violences sur eux-mêmes et sur leurs proches. Nous avons commencé à observer une nette augmentation des arrestations de vétérans pour agression et bagarres en état d'ivresse et un taux de suicide alarmant chez eux. J'ai alors été autorisé à mettre en place des groupes pour ceux qui revenaient du Vietnam pour les contenir jusqu'à ce qu'ils puissent entamer une vraie thérapie. À la première séance d'un groupe formé d'anciens Marines, celui qui s'est lancé à prendre la parole a déclaré tout net « Je ne veux pas parler de la guerre ». J'ai répondu qu'il pouvait choisir n'importe quel sujet. Après une demi-heure de silence torturant, un homme s'est enfin mis à parler de son accident d'hélicoptère. À mon grand étonnement, les autres se sont aussitôt animés, évoquant leur expérience traumatique de façon très intense. Ils sont tous revenus les 2 semaines suivantes. Ils trouvaient dans ce groupe un écho et un sens à ce qui, jusque-là, n'avaient été que des sensations de terreur et de vide. Ils ressentaient à nouveau cette camaraderie qui avait été si vitale pour eux pendant la guerre. Tenant absolument à m'intégrer à leur nouvelle unité, ils m'ont offert un uniforme de capitaine des Marines pour mon anniversaire. Rétrospectivement, ce geste révélait une partie du problème. On était soit dedans, soit dehors. Soit on appartenait à l'unité, soit on n'était personne. Après un traumatisme, le monde est coupé en deux. Il y a ceux qui savent et il y a les autres. On ne peut pas faire confiance aux gens qui n'ont pas partagé cette expérience, parce qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Tristement, cela s'étend souvent aux conjoints, aux enfants et aux collègues. J'ai dirigé plus tard un autre groupe de vétérans, mais de l'armée de Patton, dont chacun avait largement dépassé les 70 ans et aurait pu être mon père. Nous nous réunissions le lundi matin à 8 heures. À Boston, les tempêtes hivernales paralysent quelquefois les transports en commun, mais à ma grande surprise, tous les membres du groupe venaient même les jours de blizzard, certains marchant des kilomètres dans la neige jusqu'à la clinique. À Noël, ils m'ont offert une montre de GI, datant de l'armée des années 1940. À l'instar des Marines, ils ne pouvaient m'accepter comme médecin qu'en faisant de moi un des leurs. Si émouvantes qu'aient été ces expériences, les limites de la thérapie de groupe sont apparues clairement quand je les ai poussés à parler des problèmes auxquels ils étaient confrontés dans leur vie quotidienne. Leurs relations avec leurs petits amis, leurs femmes, leurs enfants et leurs familles, leur rapport avec leur patron et leur satisfaction au travail, leur forte consommation d'alcool. De manière caractéristique, ils ont résisté, en se dérobant, en racontant pour la énième fois comment ils avaient poignardé un soldat allemand dans la forêt de Hurtgen, ou comment leur hélicoptère avait été abattu dans la jungle au Vietnam. Qu'ils aient été traumatisés 10 ans ou plus de 40 ans auparavant, mes patients ne pouvaient combler le fossé entre leur expérience de la guerre et leur vie actuelle. Paradoxalement, ce qui leur causait tant de souffrance était la seule chose à avoir du sens. Ils ne se sentaient vraiment vivants que lorsqu'ils revisitaient leur passé traumatique. Le diagnostic de stress post-traumatique. Dans les premiers temps de la clinique, nous posions sur les troubles de nos vétérans toutes sortes de diagnostics. Alcoolisme, toxicomanie, dépression, troubles de l'humeur, voire schizophrénie, en essayant tous les remèdes de nos manuels. Mais malgré nos efforts, nos résultats étaient maigres. Les traitements lourds que nous leur prescrivions les abrutissaient complètement. Quand nous les incitions à évoquer un détail de leur traumatisme,
nous déclenchions souvent des flashbacks au lieu de leur permettre de résoudre le problème. Beaucoup arrêtaient la thérapie, non seulement parce que nous n'arrivions pas à les aider, mais parce que, dans certains cas, nous aggravions les choses. L'année 1980 a marqué un tournant quand un groupe de vétérans du Vietnam, soutenu par les psychanalystes Robert G. Lifton et Chem Chatan, a fait pression sur l'Association psychiatrique américaine pour la création d'un nouveau diagnostic, le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, qui était à peu près commun à tous nos patients. L'identification systématique de ces signes et leur rassemblement sous une même étiquette ont permis de mettre enfin un mot sur la souffrance des gens qui étaient submergés par l'horreur et par l'impuissance. Une fois le cadre conceptuel du SSPT en place, les conditions étaient réunies pour un changement radical dans notre compréhension des vétérans. Cela a provoqué une explosion de recherches et de tentatives pour trouver des traitements efficaces. Inspiré par les possibilités qu'offrait ce nouveau diagnostic, j'ai proposé à l'administration des anciens combattants une étude sur la biologie des souvenirs traumatiques. La mémoire des traumatisés différait-elle de celle des autres? Pour la plupart des gens, le souvenir d'un événement pénible finit par s'effacer ou se change en traces plus bénignes. Mais presque tous nos patients étaient incapables de faire de leur passé de l'histoire ancienne. Contrairement aux souvenirs ordinaires, les souvenirs traumatiques ressemblent plutôt à des fragments de sensations, d'émotions, de réactions et d'images qui continuent à ressurgir dans le présent. Les études des souvenirs de la Shoah, réalisées à Yale par Dory Loeb et Nanette C. Auer-Hahn, ainsi que le livre de Lawrence L. Langer, Holocaust Testimonies, The Ruins of Memory, et surtout les descriptions du caractère des souvenirs traumatisants par Pierre Janet en 1889, 1893 et 1905, nous ont aidés à ordonner ce que nous avons constaté. Ce travail sera abordé dans le chapitre sur la mémoire. Les fonds m'ont été refusés en ces termes. Il n'a jamais été prouvé que le SSPT relève de la mission de l'administration des anciens combattants. Les choses ont changé depuis. Diagnostiquer les SSPT et les liaisons cérébrales est devenu la priorité de cette administration qui alloue des sommes considérables à des traitements scientifiquement fondés pour les vétérans. Mais à l'époque, refusant de rester dans une structure dont la vision de la réalité était si éloignée de la mienne, j'ai démissionné. Sur quoi je suis entré en 1982 au centre de santé mentale du Massachusetts, l'hôpital universitaire de Harvard, où j'avais suivi ma formation psychiatrique. Mes nouvelles fonctions consistaient à enseigner une discipline naissante, la psychopharmacologie, l'étude des médicaments destinés à soulager les malades mentaux. Dans mon nouveau poste, j'ai été confronté quasi quotidiennement à des problèmes que je pensais avoir laissés à la clinique des vétérans. Mon expérience des anciens combattants m'avait tellement sensibilisé à l'impact du traumatisme que j'écoutais d'une toute autre oreille des patients déprimés et anxieux me raconter des histoires d'agression ou de violence familiale. J'étais particulièrement frappé par le nombre de femmes déclarant avoir été violées dans leur enfance. C'était déconcertant, car le manuel de psychiatrie classique de l'époque disait que l'inceste était extrêmement rare aux États-Unis. D'après lui, seule une femme sur 1 million en était victime. L'Amérique comptant alors 100 millions de citoyennes, je me suis demandé comment 47 d'entre elles, soit la moitié du pourcentage officiel, avaient pu trouver le chemin de mon bureau dans les sous-sols de l'hôpital. Le manuel ajoutait « Peu de spécialistes s'accordent à affirmer que l'inceste père-fille soit une cause de psychopathologie grave. » Or, mes patientes victimes d'inceste présentaient au contraire des troubles sévères. Elles étaient profondément déprimées, confuses et se livraient souvent à des automutilations bizarres, en se scarifiant par exemple avec des lames de rasoir. Le manuel allait presque jusqu'à approuver l'inceste, expliquant qu'il réduit les risques de psychose et permet une meilleure adaptation au monde extérieur. En réalité, il est apparu depuis que l'inceste a des effets dévastateurs. À de nombreux égards, ces patientes n'étaient pas différentes des vétérans que je venais de quitter à la clinique des anciens combattants. Elles aussi avaient des cauchemars et des flashbacks. Elles aussi alternaient de longues périodes de fermeture émotionnelle et des crises de rage. La plupart avaient de grandes difficultés à s'entendre avec les autres et à entretenir de véritables relations. Comme on le sait aujourd'hui, la guerre n'est pas la seule calamité à ruiner des vies. Si un quart des combattants développent de graves problèmes post-traumatiques, la majorité des Américains subissent, durant leur existence, un acte de violence,
et des études plus approfondies ont montré que 12 millions de femmes ont été violées aux États-Unis, plus de la moitié de ces viols ayant été commis sur des filles de moins de 15 ans. Pour un grand nombre de gens, la guerre commence à la maison. Tous les ans, 3 millions d'enfants américains sont reconnus victimes de maltraitance et de négligence grave. 1 million de ces cas sont suffisamment sérieux pour justifier l'intervention de services de protection de l'enfance ou des actions en justice. Autrement dit, pour chaque soldat qui se bat dans une zone de guerre à l'étranger, 10 enfants sont en danger dans leur propre foyer. C'est particulièrement tragique car il est très difficile pour les enfants de se remettre de la terreur et de la souffrance causée non par un combattant ennemi, mais par leurs propres parents. Une nouvelle compréhension. En 3 décennies depuis que j'ai rencontré Tom, nous avons énormément appris, non seulement sur l'impact et les manifestations du traumatisme, mais aussi sur les moyens d'aider ces victimes à se remettre sur pied. À partir du début des années 1990, les techniques d'imagerie cérébrale ont commencé à nous montrer ce qui se passe vraiment dans leur cerveau. Elles se sont avérées essentielles pour la compréhension des lésions infligées par le traumatisme, et elles nous ont guidés pour envisager des voies thérapeutiques entièrement inédites. Nous avons aussi commencé à comprendre comment des expériences insoutenables affectent nos sensations les plus intimes et notre lien à notre réalité physique, le noyau de notre être. Nous avons appris que le traumatisme n'est pas juste un événement qui s'est produit dans le passé, c'est aussi l'empreinte que cette expérience a laissée sur l'esprit, le cerveau et le corps, une trace qui influence grandement la manière dont notre organisme s'y prend pour survivre dans le présent. Le traumatisme réorganise fondamentalement la manière dont l'esprit et le cerveau gèrent les perceptions. Il ne modifie pas seulement notre façon de penser et ce que nous pensons, mais notre capacité même à penser. Nous avons découvert qu'amener des traumatisés à trouver les mots pour décrire ce qui leur est arrivé les aide significativement. Toutefois, en général, cela ne suffit pas. Le fait de raconter l'histoire ne change pas forcément les réactions automatiques, physiques et hormonales d'organismes qui restent hypervigilants, prêts à être agressés ou violés à tout moment. Pour qu'il y ait un vrai changement, le corps doit réaliser que le danger est passé et apprendre à vivre dans le présent. Nos recherches sur la compréhension du traumatisme nous ont ainsi amenés à envisager autrement non seulement l'organisation du psychisme, mais les processus par lesquels il guérit. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.